Et votre rendez-vous histoire sur Radio J à présent, l'histoire des Juifs de France. Et comme tous les matins, en compagnie de Christophe Dard. Alors avec Christophe, nous allons clore notre chapitre en 3 parties consacrées à la famille Camondo, une lignée de banquiers venus de Constantinople, éclairés, philanthropes, collectionneurs et mécènes. Nous allons plus précisément aborder les années 30 et la fin tragique de cette famille qui s'éteindra à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'abord, Christophe, est-ce que vous pouvez nous refaire dans les grandes lignes quand même l'arbre généalogique des Camondo depuis le début du XVIIIe siècle et la création en 1802 à Constantinople d'une banque par Isaac Camondo? Eh bien oui, comme il n'a pas d'enfant en fait, c'est son frère Abraham Salomon Camondo qui reprend la banque à sa mort en 1832, banque qui se développe rapidement, les Camondo banquiers de l'Empire ottoman et qui jouent un rôle très important au sein de la communauté juive de Constantinople. Mais l'Empire ottoman, c'est trop petit, on peut dire, pour l'appétit des Camondo qui ont un esprit cosmopolite, d'autant qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'Empire ottoman est en déclin à cette période et bien sûr amorcera sa future chute en 1920. Alors c'est en Italie, pays avec lequel ils ont des attaches de longue date, qui va leur offrir la possibilité de faire fructifier leurs affaires, en même temps bien sûr qu'ils vont contribuer au développement économique d'une jeune nation qui n'est unifiée qu'en 1860 et en guise de remerciement, le roi Victor Emmanuel II va les anoblir. C'est en 1869 à Paris que les Camondo s'installent. On est alors à la fin du Second Empire de Napoléon III et le régime a permis le développement d'une riche bourgeoisie, juive notamment, comme l'ont montré d'ailleurs la réussite des frères Pereire et également de la famille Rothschild. Et les Camondo sont présents dans toutes les institutions financières et sauvent même le pays d'une faillite certaine à un moment donné. Très riche, donc Abraham Salomon de Camondo et ses 2 petits-fils, Abraham Béor et Nissim de Camondo, dépensent sans compter hôtels particuliers, courses de chevaux, stations thermales à la mode, grosses voitures et surtout collection de peintures et d'objets d'art. En 1889, Isaac de Camondo est le nouvel héritier de la famille, donc consul général de l'Empire ottoman à Paris et musicien. Il collectionne dans son grand appartement de l'avenue des Champs-Élysées les pièces d'argenterie, l'art asiatique, notamment les estampes japonaises et surtout beaucoup de tableaux. Et comme il n'a pas d'héritier, c'est l'ensemble de sa collection qui revient au musée du Louvre, le musée le plus important de l'époque à sa mort en 1911, essentiellement de l'impressionnisme, collection que l'on peut aujourd'hui admirer dans différents musées parisiens, à Orsay, au musée Guimet ou bien encore aussi au château de Versailles. Le cousin de Isaac de Camondo, Moïse, prend les rênes de l'empire familial en 1911 et lui aussi adore l'art, plus précisément celui du XVIIIe siècle, surtout des règnes de Louis XV et de Louis XVI. Il possède dans son hôtel particulier en face du parc Monceau une impressionnante collection notamment de meubles réalisés par les meilleurs ébénistes de tous les temps, on peut le dire. Et la mort tragique de son fils Nissim à seulement 25 ans en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, va le bouleverser. Et finalement, c'est un tournant pour la famille. Comme il n'a pas d'héritier mâle, il va décider donc qu'à sa mort, son hôtel particulier sera transformé en musée et portera le nom de son fils défunt. Chose faite en 1936, un an après la mort de Moïse de Camondo, dans un véritable écrin. On peut dire aucun meuble n'a bougé, tout est resté dans l'état où il l'avait laissé avant son décès, donnant l'impression que l'endroit est toujours habité. Dans ce musée, une fois passé un grand vestibule avec au fond un large escalier en pierre de taille et à la rampe en fer forgé, le visiteur peut admirer une tapisserie tissée en laine et en soie de la manufacture royale des Gobelins, ainsi que des tapisseries en provenance d'Aubusson qui représentent les fables de La Fontaine. Et oui, Aubusson, Gobelins, c'est véritablement les maîtres en termes de tapisserie, aussi des meubles, présenté aussi le cabinet de porcelaine de Sèvres et de Mécène, et puis à l'étage, une grande bibliothèque en chêne avec plein de beaux livres. Dans la salle à manger, des pièces d'argenterie commandées tout de même à l'époque par la tsarine de Russie Catherine II pour son favori Orlov. Et bien donc, c'est chez les Camondo. Il y a également des sculptures, des portraits d'Élisabeth Vigée-Lebrun, la peintre de la reine Marie-Antoinette. En revanche, les traces de judaïsme, et ça c'est aussi intéressant, sont plutôt absentes dans cette demeure. On peut tout de même noter des chandeliers en argent, des ouvrages religieux juifs et une étoile de David au fond d'un moule à Kouglof en cuivre. Comme bon nombre de personnalités juives, en effet, rencontrées depuis le début de notre série, Lana, on constate que c'est bien l'assimilation et la discrétion qui priment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré le contexte, Béatrice de Camondo, elle qui est depuis la mort de son père à la tête du patrimoine familial, reste à Paris, passionnée d'équitation. Elle monte à cheval tous les jours dans le bois de Boulogne et assiste à des concours hippiques avec des officiers allemands. Convertie au catholicisme et baptisée depuis peu, elle se pense protégée. Oui, elle se pense protégée, mais en décembre 1942, tout bascule puisqu'elle est arrêtée à son domicile de Neuilly avec sa petite fille Fanny, alors qu'elle ne porte pas l'étoile jaune. Quelques jours plus tard,
tard, l'époux de Béatrice, Léon Reynard, avec lequel elle a divorcé depuis peu, est arrêté, lui, à son tour dans l'Ariège. On est en zone dite libre, ainsi que leur fils de 20 ans, Bertrand. Après une trahison, en fait, de leur passeur, Léon et Bertrand devaient en effet rejoindre l'Espagne. Et puis, la cousine germaine de Béatrice, Colette Cahen d'Anvers, de cette fameuse famille, aussi riche que les Camondo et aussi prestigieuse, ainsi que sa tante, Elisabeth Cahen d'Anvers, sont également arrêtées. Colette Cahen d'Anvers, la cousine germaine de Béatrice, réussit en tout cas à sauter du train qui prend la direction de Drancy. C'est là que sont transférées Béatrice de Camondo, son mari, son fils, sa petite fille et sa tante. Et ils y passent plusieurs mois. Et évidemment, comme les Camondo sont quand même très célèbres, il y a une mobilisation d'une certaine manière. Georges Duhamel, secrétaire perpétuel de l'Académie française, va écrire une lettre à l'ambassadeur de France auprès de l'Allemagne pour obtenir leur libération. Il insiste notamment sur la santé fragile de Léon Reynard, mais la démarche ne va pas aboutir. On est le 20 novembre 1943. Béatrice reste à Drancy. Elle est responsable du service des nourrissons. Son mari, leur fils, leur petite fille et sa tante sont déportés avec 1200 autres personnes dans le convoi numéro 62 vers le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. La tante de Béatrice meurt en route. Son mari et leur fils Bertrand, 20 ans, sont gazés. Leur petite fille, Fanny, serait morte du typhus. De ce convoi numéro 62, seuls 29 rescapés reviendront. Quelques semaines plus tard, le 7 mars 1944, Béatrice fait partie du convoi numéro 69 qui compte 1501 personnes et qui atteint Auschwitz le 10 mars. À son arrivée, elle échappe à la chambre à gaz. Et son décès va plutôt être dans des circonstances floues. Il serait intervenu début 1945, un peu plus de 3 semaines avant la découverte du camp par l'armée soviétique, qui a suivi l'évacuation par les nazis. Avec cette tragédie, la famille Camondo s'éteint. Elle qui, depuis un siècle, a beaucoup donné à la France, de l'argent pour moderniser le pays et le sauver de la faillite, et une impressionnante collection d'œuvres d'art pour le Louvre et d'autres musées. Et puisque l'on parle d'œuvres d'art, Ilana, si les collections du musée Nissim de Camondo n'ont pas été pillées car elles ont été placées en lieu sûr au château de Valençay dans l'Indre, eh bien les Camondo, comme les Reynard d'ailleurs, ont été spoliés par les nazis. En 1946, l'épouse de Moïse de Camondo, Irène Cahen d'Anvers, la mère de Béatrice, et qui a échappé à la Shoah car elle s'était convertie au catholicisme, va reconnaître dans une exposition d'œuvres d'art retrouvée en Allemagne son portrait réalisé par le peintre impressionniste Auguste Renoir lorsqu'elle était enfant. Cette toile, appelée la petite fille au ruban bleu, faisait partie des œuvres destinées au ministre de l'Aviation et président du Bundestag, Hermann Göring, et qui servait soit de monnaie d'échange auprès de marchands peu scrupuleux, ou enrichissait la collection de son château au musée de Carinol en Allemagne. Cette toile a ensuite été négociée par un marchand allemand pour le compte de l'industriel Emmy Georg Bürl, qui était à la tête d'une société fournisseuse de la Wehrmacht et qui a acquis une douzaine d'œuvres confisquées. Irène Cahen d'Anvers obtient la restitution de son portrait peint par Renoir. Elle le vend ensuite à un galeriste parisien qui, finalement, ironie du sort, le cédera finalement à Emmy Bürl, le même qui avait possédé l'œuvre. Alors on parle de cette famille, mais pendant des années, il faut le dire, les Camondo ont été oubliés, mais en 1997, un ouvrage de Pierre Assouline, le dernier des Camondo, chez Gallimard, remet cette famille et le musée dans la lumière. Et il y a notamment cette très jolie formule pour parler des Camondo et les pays où ils ont vécu, qu'ils ont traversé. Le château de Versailles s'inscrivait naturellement entre la Judée-Samarie des premiers temps et l'Empire de la Sublime Porte. C'est joli, hein ? Cette même année 1997 paraît chez Actes Sud un autre ouvrage, cette fois de Sophie Le Tarnec et Nora Seni, les Camondo ou l'éclipse d'une fortune. Et puis, il y a eu une exposition aussi il y a quelques années, La splendeur des Camondo, de Constantinople à Paris en 2009 et 2010 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Merci beaucoup Christophe. À noter qu'aujourd'hui vous pouvez visiter aussi le musée Nissim de Camondo au 63 de la rue de Monceau à Paris, l'un des plus beaux musées de la capitale. On se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode sur Radio J.